C'était en 2018. 8 personnes avaient péri dans l'effondrement de 2 immeubles rue d'Aubagne, dans la cité phocéenne. Et ce drame, eh bien, c'est devenu le symbole du logement indigne en France. Après un procès à l'automne, en ce moment même, le jugement est en train d'être rendu pour 16 prévenus. Il y a eu, comme nous le disait Valentine, une interruption de séance après un malaise. On va revenir sur tout ça avec nos invités, nos experts qui sont en plateau et que je vous présente. Manuel Domergue est avec nous. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur des études à la Fondation pour le logement. Cathy Bontinck est également à nos côtés. Bienvenue à vous, première adjointe à la mairie de Saint-Denis en charge de l'habitat. Et on est également avec Virginie Grelot. Bienvenue. Vous êtes journaliste immobilier pour le magazine Challenge. Avant de faire le point à la fois sur ce qui a été rendu pour l'instant dans ce procès en termes de jugement, mais aussi sur la situation en France, on va se remettre en mémoire ce drame justement de la rue d'Aubagne. 8 personnes donc décédées en 2018. On fait le point avec Arnaud Delataille. Ces images avaient sidéré tout le pays. Le 5 novembre 2018, vers 9h, les immeubles au numéro 63 et 65 de la rue d'Aubagne s'effondrent brutalement en plein centre-ville de Marseille. Les débats lors du procès ont permis d'établir que ces effondrements étaient inéluctables, tant l'état des bâtiments était dégradé. Pourtant, aucune mise à l'abri n'avait été décidée pour l'un des 2 immeubles. L'effondrement n'est ni dû à une explosion, ni dû à une malfaçon. C'est vraiment dû à une absence de respect des obligations par les uns et les autres, que ce soit le syndic, que ce soit l'architecte, que ce soit Marseille Habitat, que ce soit la ville, ou que ce soit les copropriétaires. Chacun a une part de responsabilité. 8 personnes ont perdu la vie ce matin-là. Parmi elles, Julien, 30 ans. Sa mère espère que justice sera rendue. Ce que j'attends, ce qui me concerne, c'est ce message fort, à savoir des punitions, des condamnations qui puissent chacun d'eux les faire réfléchir et surtout les convaincre qu'ils ne peuvent plus continuer à faire comme ils ont fait. Le procureur a requis des peines allant jusqu'à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Au moment où l'on se parle, le public est en train de revenir petit à petit dans la salle d'audience, là où est rendu le jugement. Et il faut savoir qu'à ce stade, donc depuis ce matin, un copropriétaire a été condamné pour homicide involontaire. Il a fait un malaise qui a expliqué l'interruption de séance. 3 autres copropriétaires ont été relaxés. Relax aussi pour Marseille Habitat, qui était le bailleur social du 63 rue d'Aubagne, un des 2 immeubles donc, qui s'est effondré en 2018. Manuel Domergue, qu'est-ce que vous pensez, ressentez, comment vous analysez pour l'instant ces jugements qui ont été rendus, et notamment Marseille Habitat relaxé? Oui, effectivement, c'est des jugements qui sont assez contrastés pour l'instant, mais comme le délibéré est interrompu, c'est difficile d'avoir un point de vue global. Et il y a 16 prévenus en tout. Voilà, c'est ça. Donc on attend. Il y a quand même un propriétaire qui a été condamné. C'est un propriétaire qui avait refusé de voter tous travaux depuis des années. Donc on voit qu'il y a quand même une responsabilité. Après, pour les autres acteurs, Marseille Habitat possédait l'immeuble d'à côté, qui a une responsabilité dans l'effondrement de l'immeuble qui était occupé, parce qu'il y a eu une négligence très forte depuis des années dans l'entretien de ces 2 immeubles. Après, il est toujours difficile au pénal de distinguer la responsabilité pénale de chaque acteur. Donc peut-être ça peut expliquer cette relaxe, mais il y avait quand même des fautes qui ont été commises. Après, c'est au juge d'apprécier si c'est pénalement répréhensible ou pas. Oui, on sait la difficulté du débat juridique. C'est ce qui a été dit à la fois pendant le mois et demi d'audience et aussi là, juste avant le rendu de ces jugements. Cathy Bontinck, quelle importance de ce procès-là aujourd'hui pour Marseille, mais aussi pour la France ? Oui, pour nous, les élus locaux, moi je suis élue à Saint-Denis avec Mathieu Hanotin, on est très engagés dans la lutte contre l'habitat indigne, d'ailleurs très en lien avec Marseille. Benoît Payan qui a pris la ville en 2020 et qui s'est beaucoup mobilisé parce que la rue d'Aubagne, il y a un avant, il y a un après dans la lutte contre l'habitat indigne. Pas qu'à Marseille, pour la France entière. Nous, à Saint-Denis, en arrivant en 2020, on avait largement pris conscience que les moyens qui étaient mis par la municipalité n'étaient pas du tout à la hauteur de cet enjeu-là, à la fois sur l'insalubrité, mais aussi sur le péril, c'est-à-dire les problèmes de structure qui ont entraîné à Marseille cet effondrement. Et c'est ce qui nous a engagés à faire un plan d'action massif dès le début, où on a quadruplé les effectifs municipaux parce qu'il faut traiter les signalements. Et quand il y a des copropriétaires, comme ça a été le cas à Marseille, qui ne jouent pas leur rôle, qui sont peut-être marchands de sommeil, il faut se substituer et que les pouvoirs publics prennent la main pour éviter ces drames. Donc la puissance publique, elle a une forte responsabilité
copropriété. Et nous, collectivités, quand on est engagé, on fait ce qu'on peut avec un besoin de l'État et des agences qui sont très forts. On y reviendra. On va revenir, oui, effectivement, sur les moyens à la fois qui sont à votre disposition pour agir. Est-ce qu'on peut faire concrètement contre l'habitat indigne? Virginie Grelot, est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment qu'en France, désormais, il y a eu un avant et un après ce drame de la rue d'Aubagne? Oui, il y a forcément un avant et un après. Et c'est assez terrible, d'ailleurs, qu'il faille ce type d'événement pour qu'il y ait un avant et un après. Mais on n'a pas le sentiment qu'il y a encore assez d'investissement, notamment de la part de l'État. Les collectivités locales, souvent, elles mettent en place des politiques locales. Elles ont besoin d'aide aussi. Elles ont aussi besoin d'être soutenues par l'État. Mettre en place des outils, des moyens. On constate quand même que c'est assez long, assez lent, et on voit ce problème qui ne se résorbe pas, en fait. Donc les collectivités sont un peu livrées à elles-mêmes face à ce sujet de l'habitat insalubre? Alors elles ont des outils, il y a des textes, elles peuvent faire des choses, mais ça ne suffit pas toujours. Souvent, il y a des foyers très locaux, il y a il faut savoir par moment si c'est du parc privé, si c'est du parc social. Ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs, ce ne sont pas les mêmes rythmes, ce ne sont pas les mêmes montants, les mêmes enjeux. Donc tout ça est compliqué. Et ça, seuls les élus locaux, les acteurs locaux peuvent être le plus efficaces. Évidemment, l'État ne peut pas avoir un œil sur tout. Oui, parce qu'ils sont au plus proches, effectivement, des situations. Mais des campagnes plus massives seraient importantes. On estime aujourd'hui, selon l'Agence nationale de l'habitat, qu'il y a entre 400 000 et 600 000 logements jugés indignes, insalubres. Qu'est-ce qu'on entend par là, Manuel Domergue? C'est quoi un logement indigne, insalubre? C'est des logements soit qui ne sont pas faits pour être habités, des caves, des garages, etc. Soit ce sont des vrais logements, des locaux pour l'habitat, mais qui sont dangereux pour la santé et la sécurité, et donc qui menacent de s'effondrer, c'est le plus spectaculaire, mais aussi qui ont un air vicié à l'intérieur, des moisissures, des risques électriques, de l'humidité. Donc tout ça, avec des degrés de gravité différents, c'est ce qu'on appelle l'habitat indigne. Nous, on pense qu'il y en a plutôt 600 000, voire plus, parce qu'il faut aussi compter le logement indigne outre-mer, qui est très important, et on sait que c'est souvent sous-estimé. Il y a aussi la vie en bidonville, qui est aussi de l'habitat indigne, qui n'est pas du vrai logement. Mais donc, au final, c'est une réalité on n'a pas l'impression que ça diminue vraiment. On n'a pas des chiffres très précis actualisés. Mais en fait, il y a une sorte d'alimentation de l'habitat indigne. D'un côté, l'habitat s'améliore en général, les techniques de construction, les logements neufs, etc. Mais de l'autre côté, il y a des forces qui concourent à alimenter l'habitat indigne, notamment la précarisation des locataires, la pénurie de logements. En fait, quand vous n'avez pas de logement, quand vous n'avez pas de papier, très peu de revenus, votre seule solution, c'est d'aller chez des marchands de sommeil. Et évidemment, ils vont profiter de cette vulnérabilité des personnes. Et ces marchands de sommeil, est-ce qu'on a un profil type, entre guillemets? Est-ce qu'on sait qui c'est ou qui ça peut être? Il n'y a pas vraiment de profil type, il y en a beaucoup. C'est parfois assez étonnant. Et c'est un des enseignements de ce procès de la rue d'Aubagne à Marseille. Il y a des notables locaux, des pharmaciens, des médecins, des élus locaux parfois aussi, des vice-présidents de région, etc. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont vraiment marchands de sommeil professionnels, dont c'est l'unique activité, qui ont plusieurs immeubles, parce qu'en fait, louer des logements indignes, ça peut être très profitable. C'est pas très cher à l'achat, c'est pas cher du tout à l'entretien, évidemment. Par contre, ça ramène de l'argent. Les locataires qui sont morts rue d'Aubagne à Marseille payaient parfois 400, 500, 600 euros par mois pour des taudis. Cathy Bontin, qu'est-ce qu'à Saint-Denis, sur la diversité des profils de marchands de sommeil, c'est la même chose? Est-ce que vous avez pu observer la même chose que, par exemple, ce que nous enseigne le procès qui a lieu à Marseille? Oui, bien évidemment, mais on veut aussi dire qu'il y a cette organisation, un peu ces réseaux de marchands de sommeil, et on agit beaucoup. En Seine-Saint-Denis, le parquet de Bobigny a une section spécialisée dans la lutte contre l'habitat indigne. On a plus de 70 enquêtes pénales en cours à Saint-Denis pour les faire condamner. Il y a des condamnations un peu exemplaires qui commencent à tomber, donc tout ça quand même évolue, et c'est ce qu'on disait avec Benoît Payan et Mathieu Hanotin. Dès 2020, il faut que la peur change de camp, donc ça commence à arriver, mais on a aussi une forme de fonctionnement de la copropriété dans des villes populaires où à la fois parfois des propriétaires, y compris occupants modestes, se font dépasser complètement par la dégradation de la copropriété, n'arrivent plus à payer. Ça coûte trop cher de rénover? Ça peut coûter cher, mais surtout, il n'y a même pas parfois la conscience que devenir propriétaire, il y a des obligations derrière. D'où l'importance que nous, collectivités, on agisse. Et puis surtout, pour protéger derrière les occupants. Et ce matin, il faut le dire aussi, on a une pensée très forte pour les familles de victimes qui sont en train d'avoir ces délibérés et qui, 8 ans auparavant, ont vécu un drame absolu. Et donc, ce matin, c'est quand même aussi la forte émotion partout en France
France, dans les villes où on est très engagé sur ce sujet, de se souvenir. Et puis il y a eu Lille, il y a eu Bordeaux, il y a d'autres drames de l'habitat indigne. C'est vrai qu'on a vu d'autres drames plus ou moins identiques, pas forcément dans le bilan humain qui était extrêmement lourd pour la rue d'Aubagne, mais se répéter ces dernières années. On a l'impression, et vous le disiez tout à l'heure, malheureusement, qu'il a fallu des drames pour prendre conscience à certains niveaux de ce que ça peut provoquer l'habitat indigne et insalubre. Vous nous disiez, on essaye de faire en sorte d'améliorer des choses, notamment sur les copropriétés. Les copropriétés, on a bien compris que ce n'est pas forcément des marchands de sommeil organisés et les réseaux dont on parlait, mais du coup, à votre niveau de collectivité, de mairie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les copropriétaires à prendre conscience et à entamer des rénovations, justement? En fait, il y a eu beaucoup d'évolutions qu'on a portées. Il y avait déjà la loi qui avait besoin d'être largement toilettée sur ce champ-là. Il reste encore à faire, mais il y a eu une loi très importante l'année dernière, du 9 avril 2024, sur laquelle Mathieu Hanotin, avec la maire de Mulhouse, Michel Lutz, ont beaucoup travaillé en remettant un rapport. Et donc, cette loi, elle donne aux collectivités beaucoup plus d'outils pour accélérer ce repérage. C'est des outils administratifs, c'est de l'argent, c'est quoi? Donc, il y a toute cette partie de la loi où on n'était pas du tout aidé. Voilà. Et après, il y a les moyens pour agir. Quand nous, à Saint-Denis, on a quadruplé nos équipes, passant de 10 agents et on a même monté jusqu'à 50 agents, x5, eh bien ça, c'est le budget de la ville qui le fait. On arrive à le faire à Saint-Denis, dans une ville de 150 000 habitants, mais à côté de toutes les prérogatives d'une mairie, les écoles, les crèches. Et donc, est-ce que toutes les villes sont en capacité de le faire? La réponse est non. Et on sait que, par exemple, en zone rurale, il y a plein de foyers de risque d'effondrement qui sont très importants. D'ailleurs, demain, la ministre Valérie Létard réunit les acteurs du secteur pour parler spécifiquement du risque d'effondrement qui nous mobilise et nous inquiète très fortement. Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Virginie Grelot, qui est la question de l'État par rapport aux mairies, aux collectivités. En fait, il y a un trou d'air entre les deux, visiblement. Alors, il y a un trou d'air, mais surtout, il faut plus de moyens. Alors, on le soulignait sur la justice. Tout le monde n'a pas tous les tribunaux n'ont pas de juridiction spécialisée dédiée, par exemple, ce qui permettrait, en accélérant les procédures, d'avancer beaucoup plus vite. Mais surtout, il va falloir que l'État redonne des moyens pour aider les collectivités à construire plus, et notamment plus de construction de logements sociaux. On voit ces chiffres ces dernières années qui se sont effondrés. La production de logements neufs s'est effondrée. Il y a 2 700 000 ménages en attente de logements sociaux. Donc, il y en a 900 000, je crois, qui sont déjà dans un logement social. Ça veut dire qu'il n'est pas adapté, mais ça veut dire qu'en fait, on a figé le parc social. Donc, les nouveaux entrants, ils n'ont d'autre choix, notamment que de se retrouver face à des marchands de sommeil, puisqu'ils n'ont pas d'autre solution. Le parc privé est saturé, il n'y a pas de construction de logements neufs, il n'y a pas de construction de logements sociaux. Donc, c'est des situations qui sont amenées à perdurer et il faut donc arriver à relancer cette machine pour redonner de l'air, notamment. Et il faut qu'il y ait plus d'aide à la pierre, notamment plus de soutien de l'État aux collectivités locales pour construire plus. Mais donc ça veut dire faire renaître ou faire peau neuve sur le marché de l'immobilier pour pouvoir régler la question de l'habitat indigne, en fait, c'est ça? Une des parties, parce qu'il y a toute la partie rénovation aussi. Il y a une partie construction, mais il y a aussi une partie rénovation et on voit les atermoiements du ministère, sur Bercy, MaPrimeRénov', par exemple. Sur MaPrimeRénov', exactement. Bon, là, c'est un stop and go. On espère qu'il va y avoir un nouveau dispositif. On peut comprendre qu'il y ait certains propriétaires qui se retrouvent dépassés, mais il faut en tout cas qu'ils aient de l'aide et des moyens, ne serait-ce qu'être guidés dans ce maquis d'aide où c'est quand même très difficile à comprendre. Il faut en tout cas booster cette rénovation des logements existants, en plus d'augmenter le parc global. Manuel Domergue, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la position de l'État? Est-ce qu'elle est à la hauteur sur cette question de l'habitat indigne? On rappelle quand même, et c'est le cas sur tous les sujets, mais qu'on est dans un contexte budgétaire qui est restreint, qu'il a fallu et qu'il va falloir encore faire des choix. Il y a la question de l'écologie, il y a la question du logement et tout un tas d'autres questions, de l'éducation. Le logement indigne, ça va peut-être pas être la priorité de l'État, en fait. Non, effectivement, la rue d'Aubagne a quand même accéléré un petit peu la prise de conscience des collectivités, mais aussi de l'État. Il y a un plan initiative copro qui s'est lancé dans la foulée. Donc, il n'y a pas rien qui est fait. Il y a l'arsenal législatif qui a été durci, des parquets qui se sont constitués pour justement instruire
plus rapidement ce type de dossier. Mais du point de vue financier et budgétaire, il y a un grand manque. Et donc, il faut des collectivités qui mettent beaucoup d'argent, comme la ville de Saint-Denis. Est-ce qu'on arrive à estimer une enveloppe ou une fourchette, au moins, de ce qui manquerait pour avancer sur cette question? Nous, on pense qu'il manque à peu près 1 milliard ou 2 d'argent public par an de la part de l'État pour aider les collectivités. Beaucoup de collectivités, en fait, ont des services d'hygiène qu'elles doivent payer elles-mêmes. Mais quand on est une collectivité comme Marseille, qui est une ville avec beaucoup de pauvreté, Saint-Denis, etc., c'est difficile d'être à la hauteur sur tous les sujets. Ça prend beaucoup de temps. On sait qu'une ville comme Paris, il y a 20 ans, a mis les moyens et a réussi à résorber une bonne partie de son habitat indigne, suite à des incendies mortels également à l'époque. On voit que ça réagit aussi quand il y a des drames. C'est triste à dire, mais c'est un peu comme ça. Sauf que Paris est une ville riche, relativement riche. Et donc, il faut que l'État aide les collectivités qui n'en ont pas les moyens pour, dans la durée, avoir une action volontariste. Il faut aussi accompagner les habitants, parce que ce n'est pas juste des procédures d'en haut, il faut aussi que les personnes se saisissent de leurs droits sur la durée. On sait que ce sont des personnes souvent précaires, mobiles, étudiantes, sans papier, saisonniers, etc. Et donc, il y a une disproportion des forces. Mais c'est difficile de se saisir de ces droits quand on est dans une situation précaire, tous les cas que vous avez évoqués, et de dire, en fait, non seulement c'est difficile de trouver un logement, mais comment je m'oppose à mon propriétaire qui n'est pas dans la légalité, au risque d'être mis dehors, en fait. C'est pour ça que ce jugement il est très important. C'est pour dire à tous les propriétaires, vous avez des responsabilités. Et si tout à coup l'immeuble s'effondre, ou s'il y a des morts silencieuses par milliers à cause du mal logement, c'est pas toujours aussi spectaculaire. Des personnes qui ont des arrêts cardiaques, des maladies respiratoires, etc. Tout ça, c'est aussi à cause du mal logement. Ils ont des responsabilités. S'ils ne votent pas les travaux en temps et en heure, si les experts qui viennent ne réalisent pas les bons diagnostics et prennent pas le temps, si les élus locaux ne font pas leur travail, à la fin, il peut y avoir des peines de prison. C'est pour ça qu'on attend un verdict qui soit un petit peu critique et sévère, parce que les faits sont à cette hauteur-là. Cathy Bautinck, avec la ville de Marseille, Saint-Denis, a lancé un appel, c'était le 7 juin dernier, pour un nouveau programme de rénovation urbaine ambitieux. C'était dans la tribune dimanche. Qu'est-ce que vous demandez précisément et à qui ? Justement, pour aller plus vite et pour accélérer, quand à un moment donné, il y a des immeubles qui ont un tel état de dégradation et que la copropriété n'arrivera pas elle-même à s'en sortir, même si on l'accompagne, à un moment donné, on dit, nous, collectivités, on peut prendre la main et réhabiliter ou démolir, reconstruire si c'est nécessaire. Et en fait, ces opérations-là, parfois pour traiter 10-15 logements, dans le centre-ville de Marseille ou nous à Saint-Denis, on n'est pas à venir traiter des énormes copropriétés, on vient faire de la dentelle. Eh bien, ces opérations-là, elles coûtent beaucoup d'argent aux collectivités. Et donc, on a deux formidables outils qui sont à la fois l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui ont justement des plans pluriannuels pour nous accompagner et nous donner de la visibilité. Et c'est un petit peu le drame aussi de toute cette période-là, c'est que la semaine dernière, un rapport d'une commission d'enquête sénatoriale de la droite sénatoriale vient dire « mais tout ça coûte beaucoup d'argent, les agences, c'est la gabegie, etc. » Et donc, en ce moment, l'ANRU, l'ANA sont des agences mises sur la sellette par ce rapport sénatorial, alors qu'en plus, les élus locaux, dans la diversité transpartisane, on dit, dans les quartiers politiques de la ville, c'est des dispositifs qui marchent, dont on a besoin. Jean-Louis Borloo a créé l'ANRU il y a 20 ans, ça a montré vraiment son efficacité. Nous, on a évalué dans cette tribune de Benoît Payan et de Mathieu Hanotin un besoin d'un ANRU 3 avec 1,5 milliard d'euros d'investissement sur l'habitat privé dégradé. Et donc maintenant, et on espère que demain notamment, la ministre du Logement viendra à minima couper ce rapport sénatorial et puis nous donner de la perspective. Et là, ce jugement, il faut quand même aussi le redire, et ce n'est pas encore tombé, mais il y a un adjoint au maire qui est parmi, c'est-à-dire que les élus locaux, en ayant, moi et Mathieu Hanotin, on en a particulièrement conscience, j'ai encore signé un arrêté de péril ce matin avant de venir, c'est ça qu'on doit faire. On doit garantir la sécurité du bâtiment aux administrés. On leur doit absolument cette sécurité. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la question du logement, et vous parliez à l'instant de cette commission, de ce rapport, est devenue politique ? Est-ce que la question du logement est politique ? En gros, on est de telle partie, on est pour améliorer les choses, de telle autre partie, on est contre. Est-ce que c'est aussi simple et divisé que ça ?
En tout cas, la loi Habitat dégradé d'avril 2024 a été une loi transpartisane. Et donc, ça montre quand même qu'on peut se rassembler sur un certain nombre de logements. Mais on le voit bien, toutes les campagnes des présidentielles, zéro débat public sur le logement, alors que dans la préoccupation des Français, on voit que c'est très haut. Et puis, dans parfois les solutions miracles pour les économies, notamment dans les villes populaires, c'est de dire, ma foi, tout cet argent pour ces quartiers politiques de la ville, il y en a eu beaucoup, ça ne marche pas. Et donc, il faut absolument inverser ce discours-là, parce que sinon, demain, ces mêmes personnes viendront pleurer auprès des familles en disant comment ça a pu arriver. Mais on sait comment tout ça arrive, on a les solutions pour agir, on le fait localement, on a besoin de l'État et des agences. Virginie Grelot, une réaction à ce qui vient d'être dit? Je pense que le logement n'est pas assez politique. Alors effectivement, je ne peux que partager le constat où on a vu dans les dernières élections une absence totale de prise en compte du logement, et notamment dans le débat présidentiel. Donc ça, on ne peut que le regretter, et surtout parce qu'en fait, le logement, c'est un investissement durable. C'est-à-dire que la construction, ces bâtiments, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Justement, il faut que ce soit durable, puisqu'il faut loger des Français. Donc, il faut des plans qui soient pérennes. On peut questionner l'efficacité de certaines agences, ça, il n'y a pas de problème, c'est même plutôt responsable effectivement de questionner leur efficacité, mais il faut les engager sur du temps long, et le logement, c'est ça, c'est pour ça aussi sans doute que c'est pas assez politique, mais c'est un temps très long. Construire, ça demande 4, 5, 6, 7 ans, parfois beaucoup plus, donc il faut, et puis le logement social, on parle souvent du logement social qui est assez ancien, il date de l'après-guerre, les grandes constructions, elles ont commencé là, donc on voit bien que c'est quelque chose de très long. Et ce temps long, aujourd'hui, on a du mal à le prendre en considération et à voir la pérennité de cet investissement. Mais ce n'est pas assez politique, le logement. On est dans l'immédiateté et pas suffisamment politique. Vous le disiez à l'instant, Manuel Demergue, est-ce que vous considérez que l'ANRU aujourd'hui est suffisamment efficace? L'ANRU, en termes d'amélioration de l'habitat, oui, il y a une action assez efficace en termes de démolition-reconstruction. Les immeubles neufs sont de meilleure qualité que ceux qui ont été construits un peu à la va-vite, parfois pendant les 30 Glorieuses. Après, une des questions que pose l'ANRU, c'est le relogement et la reconstitution d'une offre très sociale. Parce que peut-être que ce qui a été construit dans les années 60-70 n'était pas d'une grande qualité architecturale, mais au moins, c'était des loyers très peu chers, 4 euros, 5 euros du mètre carré. Et ce que l'on reconstruit aujourd'hui en nombre insuffisant est assez cher. C'est du 7, 8, 10 euros du mètre carré parfois. Pour les personnes qui ont des très bas revenus, c'est encore trop cher. Et donc, si le parc social devient trop cher et insuffisant, qu'est-ce qui reste? Le parc social de fait, qu'on appelle comme ça, qui est en fait du parc privé dégradé. Et donc ça alimente les marchands de sommeil, les bailleurs sans scrupules, qui sont parfois pas vraiment des marchands de sommeil, qui peuvent être aussi des petits propriétaires qui ne connaissent pas les règles, qui ne veulent pas les connaître aussi parfois. C'est pas toujours des grands délinquants. Mais à l'arrivée, c'est des locataires qui sont dans des très mauvaises conditions de logement. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir une carte de la France avec des gros points rouges dans certaines régions, certaines villes ou certains milieux ruraux, des endroits où vraiment la situation est catastrophique plus qu'ailleurs? Sur l'habitat indigne, on voit qu'il y a l'outre-mer, où c'est très important, évidemment notamment Mayotte et la Guyane, mais pas que. On voit qu'il y a la banlieue parisienne dans les quartiers populaires, pas toute la banlieue parisienne. Autour de Lyon, autour de Lille aussi, des villes comme Roubaix, Tourcoing sont très touchées par l'habitat indigne, même s'il y a des travaux qui sont faits, mais enfin, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a cet habitat indigne un peu invisible dans les zones rurales, où il n'y a personne pour venir le détecter, pour venir le traiter, où ce sont des habitats dispersés, des logements individuels, des personnes parfois vieillissantes, qui sont parfois dans leur logement. Donc, ce ne sont pas des locataires, s'il n'y a pas de marchand de sommeil, c'est juste leur logement. Les personnes vieillissent dans ces habitats qui ne sont pas toujours adaptés. Et donc, c'est de l'habitat qui reste sans solution parce que c'est assez cher. Il y a des aides, par exemple, Ma Prime Logement Décent de la part de l'ANA, qui est assez généreuse, mais qui touche seulement quelques centaines de logements par an, donc on n'est pas à la hauteur. Cathy Bontin, le mot de la fin, allez-y. Oui, je voulais aussi parler du rôle des syndics. D'ailleurs, on verra ce qui sera dans le délibéré sur la rue d'Aubagne. C'est quand même un acteur assez clé dont on tourne un petit peu autour de la question depuis plusieurs années, en disant notamment dans les villes où il y a un parc dégradé très important, c'est difficile ce métier de syndic, qui est par ailleurs très peu contrôlé, etc. Et donc, souvent accusé de ne pas être à la hauteur, les syndics. Souvent accusé de ne pas être à la hauteur, avec aussi
parfois des copropriétaires qui veulent pas payer non plus pour un accompagnement à la hauteur. Et donc, une fois qu'on commence à prendre des arrêtés sur une copropriété, d'insalubrité, de péril, eh bien, ça demande encore plus de mobilisation, un conseil syndical qui s'y colle, qui va intervenir. Et donc, ce fonctionnement de la copropriété, il commence un peu à évoluer, mais il y aura encore à faire. Et nous, justement, on l'annonce demain. On crée sur notre territoire à Saint-Denis, plein de communes, un syndic d'intérêt général pour justement apporter un petit peu une garantie publique à cet acteur-là. Bien sûr, pour ne pas venir concurrencer le marché, mais pour un certain nombre de copropriétés qui ont besoin d'un accompagnement supplémentaire. Voilà. Et donc ça, c'est un outil aussi qui va nous permettre de faire beaucoup plus de prévention. On espère que demain, ça sera confirmé et qu'on sera accompagné financièrement pour le faire. Peut-être pour terminer, pour conclure très rapidement en un mot, Manuel Domergue, est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé à Marseille en 2018 pourrait ne plus jamais se repasser en France à l'heure où on se parle parce qu'on a compris les leçons ? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut l'assurer ? Non, on ne peut pas du tout dire ça. Il y a eu d'autres effondrements d'immeubles qui ont été moins tragiques que celui-ci, mais il y en a eu d'autres. On sait qu'il y a beaucoup de centres-villes anciens qui sont mal bâtis, qui sont mal entretenus. Donc, des drames tels que celui-ci peuvent encore se reproduire, évidemment. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans le 11-13 de France Info pour évoquer cette actualité.